USA Today. Et que se passe-t-il sur le marché américain? C'est la baisse aussi, avec un Dow Jones qui perd en ce moment même 0,5%, 34 967. Un Nasdaq qui abandonne 0,52 à 14 763. Et un S&P en repli de 0,37% à 4 405. Grégory Volokin est en direct avec nous de New York, président de Mescart Financial Services. On va commencer, Grégory, avec les stats du jour, si vous le voulez bien. Les commandes de biens durables. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un début de confirmation du ralentissement de l'économie américaine au mois de juin dans ces chiffres? Oui, même si ce sont des chiffres qui sont positifs, qui sont bons, on peut dire que très nettement, on voit ce ralentissement sous nos yeux quand on regarde ces statistiques. Le mois d'avril était au plus haut, le mois de mai un peu plus bas et le mois de juin encore plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un environnement négatif par rapport à la croissance. Si on fait la moyenne de la croissance pour les commandes de biens durables sur 3 mois, c'est plus de 10% de croissance, c'est très satisfaisant. Mais je dirais ce genre de chiffre, d'une certaine façon, rassure. On ne peut pas avoir de surchauffe s'il y a des commandes en baisse. Mais l'autre question, c'est qu'on sait aussi très très bien que c'est des problèmes de livraison, des problèmes de capacité, que par exemple les constructeurs de voitures ont dû carrément suspendre la construction de beaucoup de voitures par manque de semi-conducteurs. Tout ça, c'est des impacts assez ponctuels sur cette statistique. Donc, elle ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on constate quand même un petit fléchissement sur la fin du printemps, à voir si l'été verra rebondir ce genre de statistiques, c'est pas encore sûr. Vous vouliez nous parler des ventes de logements, autre statistique du jour qui, je me suis laissé dire, ne rentre pas dans les chiffres de l'inflation, paraît-il. Oui, le prix des maisons, en fait, qui sont la statistique du jour, c'est la plus forte hausse aux États-Unis en 30 ans. Alors, on pourrait dire, mais mon Dieu, avec ce genre de hausse très très forte, puisque là, on parle de 17% annuel pour le prix des maisons. Imaginez, si vous êtes propriétaire, 17%, ça fait beaucoup. On pourrait imaginer que ça a un effet sur les statistiques de l'inflation. Ben non, pas du tout. Elles ne sont pas comptabilisées dans la statistique préférée de la Fed, le PCE. Pourquoi? C'est parce que dans cette statistique, ce qui est considéré au niveau du logement, c'est ce qu'on appelle l'équivalent location. C'est en gros les locations d'appartements. Et là, évidemment, s'il y a une petite hausse, elle est très très faible année sur année, puisqu'il y a encore des endroits où les locations voient des prix en baisse. Donc, on peut dire qu'il y a une énorme surchauffe au niveau de la maison individuelle, mais qu'elle n'est pas du tout reflétée dans les indices. À part ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais on comprend aussi ce chiffre en se disant que les constructeurs, tout simplement, n'arrivent pas à suivre, n'arrivent pas à construire pour suivre la demande. Pas assez d'ouvriers, pas assez de matières premières. Donc, c'est aussi des raisons de contraintes et de manque de capacité et de possibilité de livraison qui les affectent. Et puis, troisième statistique du jour, Grégory, la confiance du consommateur au mois de juillet, est-ce qu'on y voit un effet Covid ? Écoutez, pas encore, parce que là, le chiffre est de nouveau même plus fort que prévu, sauf qu'il y a 5 minutes, on apprend que la CDC recommande de nouveau aux États-Unis le port du masque en intérieur. Alors ça va être laissé aux États de décider ça, mais évidemment, pour le consommateur, pour l'Américain, c'est franchement une mauvaise nouvelle. Les gens estimaient qu'en étant vaccinés à 50% pour 2 doses et à 60 pour une, il pourrait échapper à ce genre de contraintes à nouveau. Non, les contraintes reviennent. Donc on peut se dire, confiance du consommateur le mois prochain sera affectée. Allez, on passe à l'actualité entreprise avec Tesla et ses résultats impressionnants. Tesla frappe très fort. Oui, Tesla, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Pour une fois, on va même le dire, en vendant des voitures. Et c'est ça qui est le plus remarquable, si on veut, puisque sur le trimestre, ils ont gagné $1 milliard. Alors je dis, pourquoi en vendant des voitures? C'est que les trimestres précédents, tous les gains qu'ils faisaient, tous les profits qu'ils faisaient, c'était en vendant des certificats
pollution. C'est-à-dire que comme les voitures Tesla ne polluent pas, ils peuvent vendre les certificats qu'ils reçoivent du gouvernement aux autres constructeurs de voitures. Et les autres constructeurs de voitures achètent ces certificats pour compenser la pollution. Et c'était des chiffres importants, hein. C'était des chiffres entre 3 et 400 millions de dollars qui rentraient comme ça chaque trimestre pour Tesla. Or là, il n'y a pas eu besoin de ça, c'est purement les ventes. L'autre chose, c'est que quand même, leur marge commence à être extrêmement intéressante parce que c'est des marges de plus de 20%. Si vous parlez aux constructeurs de voitures européens, ils ont les yeux qui s'écarquillent. Avec 20% de marge, ils seraient très, très heureux. L'autre chose quand même aussi, c'est la croissance du nombre de voitures qui sont livrées. Il fallait se souvenir, quand on parlait de 30 ou 40 000 voitures par trimestre, là, on en est à 220 000. Ça commence à être vraiment important. Alors vous allez me dire, tout va bien. Mais la seule chose dont on ne parle pas, et ça c'est vraiment frappant dans les commentaires de ce matin, c'est la valorisation de Tesla. On sait depuis très longtemps que Tesla est cher, mais personne n'en parle. Alors est-ce que c'est un secret de dire que par exemple, si on regarde le multiple de Tesla par rapport aux ventes, elle est 10 fois plus chère que Stellantis. Est-ce que c'est un secret? Non, c'est un secret de polichinelle. Mais pour le moment, les analystes, ils veulent garder toujours le bon côté de l'histoire. Et là, ils ont à se mettre sous la dent que des bonnes nouvelles par rapport à Tesla. Autre résultat. Et ça, c'est le résultat dont on pourrait dire d'un dinosaure de la cote General Electric, meilleur que prévu. Qu'est-ce que l'on retient surtout de la publication de General Electric, Grégory? Ce qui est surtout meilleur que prévu, en fait, et c'est très important pour General Electric, c'est ce qu'on appelle leur free cash flow. Ils avaient des problèmes de cash flow, ils avaient dû couper leurs dividendes, ils avaient de la peine à rembourser leurs dettes. Ça, c'est derrière eux, ils ont un free cash flow sur le trimestre de plus de 2 milliards de dollars. L'autre chose à dire, c'est qu'ils commencent à bénéficier de la reprise de certaines activités, et même des activités qui étaient alors franchement au plus bas l'année dernière. Parlons par exemple de l'aviation, c'est très important pour GE, les moteurs d'avion par exemple. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils auraient vendu tellement de moteurs d'avion sur le trimestre? Non, c'est pas la question. Mais la maintenance, c'est aussi ce qu'ils font. Or, tellement d'avions étaient immobilisés, pour les remettre en route, il fallait évidemment revoir ces moteurs. Et ça, c'est ce que fait aussi General Electric. Activité au niveau de la santé, où ça marche très très bien, avec les scanners, etc. Activité au niveau de l'énergie. On avait toujours dit pendant longtemps, oui, alors c'est embêtant parce qu'ils sont tellement exposés au pétrole et au gaz. Sauf que là, par exemple, leurs activités au niveau de l'éolienne sont en train d'augmenter, les turbines éoliennes. Ça augmente aussi beaucoup, ça commence à vraiment être dans les comptes de GE. Donc, c'est positif. Ça va prendre du temps pour que ça devienne une compagnie très rentable avec de la croissance. Au moins, elle n'est plus là dans les chiffres rouges et elle n'est plus un motif de souci, je dirais, quotidien pour les investisseurs. GE qui est peut-être en train de sortir de l'ornière. On va passer maintenant au secteur des colis, avec UPS, le géant de la distribution de colis, et des résultats, là aussi, supérieurs aux attentes. On dit que c'est un indicateur un petit peu avancé du commerce international, c'est vraiment le cas ? Je ne sais pas si vous mettez sur l'écran le graphique de l'action aujourd'hui. Elle est en baisse de 8%, parce que les investisseurs, ça leur suffit pas des très très bons résultats. Dans le cas de UPS, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une chose, c'est que, les coûts augmentaient, ce qui est assez normal en ce moment, c'est pour tout le monde. Mais l'autre chose aussi, c'est que la croissance qui venait de Covid est en train un peu de diminuer. Par contre, et c'est là qu'on a le côté positif, très positif de UPS, c'est de voir au niveau de leur business les chiffres de croissance, par exemple à l'international, plus 30% sur un trimestre, plus 10% aux États-Unis. Et ce que nous dit le CEO de la compagnie, c'est qu'en fait, ils vont privilégier la qualité sur la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça va plus être la course à essayer de livrer le plus de paquets possible. Au contraire, ça va être plutôt livrer des paquets dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible, et évidemment avec des prix plus hauts et des marges qui s'amélioreraient. Mais pour les investisseurs, ils sont un peu surpris, disons, par ce genre de déclaration, et l'action est vraiment punie ce matin. Parfois, on se demande effectivement ce que recherchent les investisseurs. On le voit aussi sur certains résultats européens, français en particulier. On va parler de la valeur sur laquelle vous êtes baissier. Aujourd'hui, votre bear call, c'est sur Yum China. Alors, Yum China, Pizza Hut,
Kentucky Fried Chicken. Expliquez-nous. Ben écoutez, tout va très bien. Ils ont 10 000 magasins en Chine. C'est extrêmement populaire, aussi bien les pizzas que le poulet frit. La croissance, elle est là. Sauf que, vous avez commencé à en parler, qu'est-ce qui se passe en Chine? Il y a ce tour de vis très important du gouvernement sur certains secteurs de l'économie. Ça a été sur le secteur de l'éducation. Payante. Et là, on a vu des actions, la plupart en baisse de 70%. C'est sur les grandes valeurs technologiques, les Alibaba, les Tencent, ces actions sont en baisse de 20 ou 30%. La question que je me pose sur Yum China, c'est que c'est une action qui se traite aux États-Unis avec des investisseurs américains qui tous les jours entendent ces nouvelles qui viennent de Chine et peuvent tout simplement se poser la question, mais est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas craindre un boycott de Yum China? Aussi, ils ont l'exclusivité de l'exploitation de leurs magasins. Pourrait-on pas imaginer que le gouvernement chinois fasse sauter cette exclusivité et permette aux Chinois aussi de devenir revendeurs? Donc, rien ne va mal. Sauf que dans le doute, abstiens-toi, c'est un dicton qui est très très bien connu et les investisseurs en général, ils tirent avant de réfléchir. Donc, pour le côté de Yum China, une boîte où tout va très très bien, mais avec un facteur de risque actuellement qui est très difficile à mesurer. Et je pense que là, il vaut mieux s'abstenir d'être dans le titre en ce moment. Yum China, donc, sur lequel vous êtes vendeur, Grégory Volokin, et qui cote un peu plus de 64 $. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous encore, président de Mescart Financial Services à New York, où les indices sont toujours à la baisse, hein, moins 0,5% pour le Dow Jones à 34 970, le Nasdaq également, moins 0,7, 14 732, le S&P perd 0,35% à 4 406, alors que les premières GAFA commencent à publier ce soir après clôture à Wall Street. Ce sera Apple, Alphabet et donc il y en a toujours une qui manque, hein, décidément, c'est Microsoft, voilà, tout simplement. 16h et bientôt 20 minutes, c'est BFM Bourse.